L'histoire nous enseigne qu'un supercontinent a existé il y a environ 273 à 300 millions d'années. À cette époque, tous les continents de la Terre étaient regroupés et formaient une unité harmonieuse. Ce gigantesque ensemble portait le nom de Pangée, ou Pangaïa, si l'on préfère une version plus sophistiquée. Ce terme dérive du grec ancien signifiant « toute la Terre ». La Pangée était entourée d'un vaste océan nommé Panthalassa. Ainsi, l'intégralité de notre planète se composait d'un immense continent unique, bordé d'une étendue d'eau colossale. Ce supercontinent avait la forme d'un gigantesque C qui s'étirait d'un bout à l'autre de notre globe. Cependant, comme dans toute évolution, les choses ont changé. Il y a environ 200 millions d'années, au début de l'ère jurassique, celle des dinosaures, la Pangée a entamé sa fragmentation. Contrairement aux idées simplistes où les continents dériveraient passivement, comme des icebergs, cette séparation a donné naissance aux continents actuels. Ce processus a également façonné les océans Atlantique et Indien. C'est en 1912 qu'Alfred Wegener, un météorologue allemand, a présenté pour la première fois l'histoire de la Pangée. Mais comment a-t-il pu reconstituer des événements aussi lointains dans le temps? Visualiser le noyau de la Terre comme une gigantesque cheminée qui dégage une chaleur intense. Cette chaleur génère des courants de convection particuliers dans la couche externe de la planète. On peut assimiler cette couche, la croûte terrestre, à un vaste puzzle composé de multiples pièces imbriquées. Les courants chauds provoquent le déplacement de ces pièces du puzzle, que l'on appelle plaques tectoniques. Parfois, elles s'éloignent, parfois elles entrent en collision, et d'autres fois elles glissent les unes contre les autres. Cela s'apparente à une danse incessante qui se déroule sous nos pieds. Un jour, Wegener observa les contours des continents et réalisa que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique semblaient s'imbriquer. Et effectivement, c'était bien le cas. Il imagina alors qu'autrefois, tous les continents étaient réunis en une seule et même masse terrestre. Cependant, il ne pouvait pas simplement avancer cette idée sans fournir de preuves. Mais alors, comment savons-nous que la Pangée a réellement existé? Eh bien, plusieurs indices nous ont permis de parvenir à cette découverte remarquable. L'un d'eux est comparable à un casse-tête dont les pièces s'assemblent parfaitement. Observez les formes actuelles des continents. Vous remarquez qu'ils pourraient presque tout à fait s'imbriquer. Bien sûr, leurs contours ont évolué au fil du temps. Cela s'est produit il y a des millions d'années, et depuis, les eaux ont érodé les rivages. Malgré tout, on distingue encore clairement leur complémentarité. Un autre indice réside dans l'étude des fossiles. Nous savons que de nombreux animaux préhistoriques ont laissé derrière eux des vestiges, nous permettant de retracer leur histoire et d'identifier les espèces qui existaient autrefois. Lorsque les scientifiques ont comparé les fossiles provenant de différents continents, ils ont constaté une similitude frappante. Ces derniers appartenaient au même groupe d'animaux, bien qu'ils aient été découverts à des milliers de kilomètres les uns des autres. Il serait absurde d'imaginer que ces animaux aient traversé les océans à la nage. De plus, il est peu probable que ce type d'animal soit apparu simultanément en plusieurs endroits. Et pour finir, les montagnes. Imaginez plonger dans les profondeurs des océans et y découvrir d'immenses chaînes montagneuses. Ces reliefs sous-marins et ces fosses abyssales ressemblent à des cicatrices témoignant du mouvement des plaques tectoniques. Ils constituent une preuve supplémentaire que les continents font partie d'un ensemble bien plus vaste. Lorsque vous rassemblez tous ces éléments, l'image devient limpide. Les continents terrestres formaient autrefois un seul et même supercontinent. Depuis, ils se sont éloignés les uns des autres, mais les traces de cette formidable aventure demeurent visibles dans les contours des côtes, les formations rocheuses qu'ils ont laissées derrière eux, et bien d'autres indices. Cela peut sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque de la découverte de Wegener, il existait d'autres théories. Certains imaginaient que les continents s'étaient enfoncés pour créer les océans. Wegener, quant à lui, avait une approche différente. Il soutenait que les continents étaient en perpétuel mouvement. Il a même forgé une expression élégante pour l'illustrer, la dérive des continents. Par la suite, un autre scientifique, Alexander du Toit, s'est joint à Wegener. Il apporta une nouvelle perspective en suggérant l'existence de deux continents originels, la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Mais la véritable révolution ne s'est produite qu'au cours des années 60, lorsque les chercheurs ont découvert le concept clé de cette théorie, la tectonique des plaques. Cette découverte a finalement permis de confirmer les idées avancées par Wegener et du Toit, et 50 ans plus tard, la théorie a été définitivement validée. Avec le temps,
notre compréhension de la planète s'est considérablement enrichie. Nous avons découvert que la Terre avait connu plusieurs supercontinents au fil de son histoire. Bien avant la Pangée, il y a environ 1 milliard d'années, existait le mégacontinent de Rodinia. Plus tard, la Pannotie a fait son apparition il y a quelques 600 millions d'années. Ce qui est fascinant, c'est que la dérive des continents n'est pas prête de s'achever. Les continents continuent de se déplacer constamment. L'Afrique s'avance doucement vers l'Europe, tandis que l'Australie semble se livrer à un jeu de d'auto-tamponneuse avec l'Asie du Sud-Est. Et savez-vous ce qui nous attend? La formation d'un nouveau supercontinent. Comment ce prochain supercontinent verra-t-il le jour? 4 scénarios principaux se dessinent. Nouvelle Pangée, Pangée prochaine, Orica et Amasia. Bien que ces noms évoquent ceux de super-héros, ils représentent en réalité différentes configurations possibles pour l'assemblage des continents. Explorons ces hypothèses. Commençons par la Nouvelle Pangée. Imaginez l'océan Atlantique d'un côté et le Pacifique de l'autre. Si les choses continuent sur leur lancée, l'Atlantique s'élargira davantage, tandis que le Pacifique se rétrécira progressivement. Dans ce cas, les Amériques, la partie nord et la partie du sud, finiront par se rapprocher davantage. L'Antarctique, quant à lui, ne restera pas en marge. Il entamera une dérive vers le nord et prendra part à cette nouvelle configuration. L'Amérique, accompagnée de l'Antarctique dérivant vers le nord, entrera probablement en collision avec l'Afrique et l'Europe. Et ainsi, un tout nouveau supercontinent verra le jour. Passons maintenant à la Pangée prochaine. À l'avenir, l'océan Atlantique pourrait se lasser de sa largeur et décider de se resserrer un peu la ceinture. Il existe des zones où le plancher océanique glisse sous les continents, comme des passages secrets sous-marins. Ces zones, appelées zones de subduction, pourraient se multiplier le long de la côte est des Amériques. Si cela se produit, l'Europe et l'Afrique et le continent américain pourraient se rassembler à nouveau pour former un supercontinent qui serait alors entouré par l'océan Pacifique. Le supercontinent suivant, potentiellement envisageable, est celui d'Orica. Dans ce scénario, les océans Atlantique et Pacifique pourraient se refermer, comme s'ils décidaient de prendre une pause. Mais rassurez-vous, car lorsqu'un océan disparaît, un autre peut apparaître. Dans ce cas précis, un tout nouvel océan émergerait pour prendre leur place. Imaginez une immense fissure parcourant l'Asie, semblable à une fermeture éclair qui s'ouvre. Cette faille, connue sous le nom de Rift Pan-Asiatique, donnerait naissance à un nouvel océan. Et avec cet océan, un supercontinent émergerait, portant le nom d'Orica. L'Australie dérive actuellement vers le nord, comme si elle cherchait une place idéale au cœur de notre planète. L'Asie orientale et l'Amérique pourraient bien s'y joindre de part et d'autre. Ensuite, l'Europe et l'Afrique pourraient se connecter aux Amériques, et ainsi naîtrait Orica. Enfin, l'Amazie. Ce supercontinent pourrait émerger si certaines plaques tectoniques se déplacèrent vers le nord, emportant avec elles l'Afrique et l'Australie. Tous ces territoires se regrouperaient autour du pôle Nord. À l'exception de l'Antarctique, tous les continents pourraient ainsi se rassembler. Même s'ils se réunissent autour du pôle Nord, les océans ne seraient pas complètement fermés. L'Atlantique et le Pacifique resteraient ouverts. La formation de ce grand rassemblement dépend des mouvements tectoniques de la Terre. Jusqu'à présent, le scénario de la Nouvelle Pangée semble le plus plausible. Tout cela dépend également des événements survenus après la fragmentation de la Pangée. Et lorsque ce nouveau supercontinent prendra forme, qu'adviendra-t-il du climat? Comment les océans réagiront-ils? Et qu'en sera-t-il des animaux et des plantes? Ces questions éveillent notre curiosité. Mais qui peut le prédire? Peut-être qu'un jour, nos descendants contempleront une carte du monde où ce voyage extraordinaire aura bouclé la boucle. Continuez à nourrir votre curiosité et restez attentifs pendant les 100 prochains millions d'années. La distance séparant New York de Lisbonne, à travers l'Atlantique, excède largement les 5000 km. À une vitesse de marche moyenne, un tel périple pourrait être accompli en environ 1 mois et demi, sans compter les arrêts pour se reposer et le sommeil nécessaire. Bien qu'acheter un billet d'avion ou embarquer sur un navire soient des options plus judicieuses, ce sont, à ce jour, les seules façons de parcourir cette distance. Mais si une telle traversée à pied devenait un jour envisageable, seriez-vous tenté de relever ce défi? L'obstacle le plus évident reste la vaste étendue d'eau qu'est l'océan Atlantique, qui recouvre environ 1/5 de la surface terrestre. Les océans dans leur ensemble occupent près de 70% de la planète. Quand vous ouvrez le robinet ou achetez une bouteille d'eau,
vous ne consommez qu'une infime partie de cette ressource potable. En effet, 97% de l'eau terrestre est contenue dans les océans sous forme d'eau salée, impropre à la consommation. Si l'on ajoute les 2% d'eau emprisonnée dans les calottes et les glaciers, moins d'1% de l'eau terrestre est réellement buvable. Si vous deviez convertir ces pourcentages en chiffres, il vous faudrait une très longue feuille de papier. Selon les estimations de l'US Geological Survey, le volume d'eau sur Terre dépasse les 138 600 000 km3. Cette ressource est essentielle au maintien de toutes les formes de vie, y compris humaines. Les océans jouent également un rôle primordial dans la régulation des températures de l'air à l'échelle mondiale. Sans eux, les régions situées autour de l'équateur connaîtraient une chaleur extrême. Cette ligne imaginaire, séparant notre planète en deux hémisphères, passe par 13 pays, tels que le Brésil, le Kenya et l'Indonésie. Les océans du globe sont fondamentaux pour le cycle de l'eau sur Terre, un processus que vous avez sans doute étudié à l'école. Les précipitations provenant des nuages finissent par alimenter les rivières, qui se jettent ensuite dans les océans. Sous l'effet du rayonnement solaire, cette vaste masse d'eau s'évapore, monte dans l'atmosphère et forme de nouveaux nuages, perpétuant ainsi le cycle. Ce mécanisme influe directement sur le climat mondial. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Méditerranée est si prisée durant les vacances d'été, car la région bénéficie d'un climat agréable et tempéré. Si l'on retire les océans de l'équation, le cycle de l'eau s'interrompt. La vaste étendue qu'ils occupaient se métamorphoserait en une gigantesque surface de poussière. Le sol, desséché, s'étendrait à perte de vue. Sans évaporation, les nuages ne se formeraient plus, rendant les précipitations rares. L'humanité se retrouverait rapidement privée de sources d'eau potable. Le paysage de notre planète se transformerait en un immense désert, semblable à un Sahara s'étendant sur toute sa surface. L'aridité serait telle que des incendies se déclareraient, facilement, attisés par l'atmosphère asséchée. Ce ne seraient certainement pas des conditions idéales pour entreprendre une longue marche entre les continents. Mais supposons que vous ayez survécu à ce nouvel environnement. Vous entamez alors une traversée à pied de cette terre désertique qui autrefois constituait l'océan Atlantique. À quoi ressemblerait ce voyage? Vous seriez confronté à un paysage radicalement différent de celui visible au-dessus de la surface marine. Ce qui se trouve sous les vagues dépasse en hauteur et en profondeur le monde que nous connaissons. C'est un royaume des extrêmes. Prenez par exemple la montagne la plus élevée de notre planète. Si l'Himalaya et son sommet, le mont Everest, vous viennent à l'esprit, vous avez en partie raison. Cette chaîne est la plus haute quand on la mesure à partir du niveau de la mer, atteignant un peu plus de 8848 mètres. Cependant, si l'on considère la hauteur d'une montagne depuis sa base jusqu'à son sommet, l'Himalaya perd sa première place. En réalité, le plus haut sommet sur Terre est le Mauna Kea, situé à Hawaï. Ce volcan endormi, dont le nom signifie « montagne blanche » dans la langue locale, est partiellement submergé sous les eaux du Pacifique. Sa hauteur totale dépasse le mont Everest de près d'1,6 km, culminant à 10 211 mètres. Actuellement, il est difficile d'apprécier son ampleur. Mais si le Pacifique s'asséchait, nous pourrions admirer la base de ce géant en pleine lumière. Le fond de l'océan Atlantique abrite également une chaîne de montagnes comparable, qui constitue la plus vaste structure géologique de notre planète. Cette formation, la dorsale médio-atlantique, est presque entièrement engloutie sous les eaux. Elle s'élève du plancher océanique jusqu'à une altitude qui atteint environ la moitié de celle du mont Kilimandjaro, en Tanzanie. La largeur de cette imposante chaîne sous-marine équivaut à 1/10 du diamètre terrestre. Les seules portions visibles de la dorsale médio-atlantique se manifestent sous forme d'îles, telles que l'Islande et les Açores. L'île habitée la plus reculée du monde, Tristan da Cunha, fait elle aussi partie des rares éléments de cette formation géologique qui émerge de la mer. Ce qui est peut-être encore plus impressionnant que sa taille est la date de la découverte de cette dorsale. Ce n'est qu'au cours des années 50 que les scientifiques en ont établi la cartographie. Considérant que notre civilisation remonte à plusieurs millénaires, cela paraît récent, et révèle combien notre connaissance des profondeurs océaniques demeure limitée. Selon l'UNESCO, l'humanité n'a exploré qu'à peine 5% des océans de la Terre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, davantage de personnes ont mis pied sur la Lune que sur les fonds marins. Et le point le plus profond de notre planète se situe dans la fosse des Mariannes de l'océan Pacifique. La découverte de la dorsale médio-atlantique a levé le voile sur le mystère de la formation des continents et des océans.
En comprenant les origines de ces structures, vous pourrez mieux anticiper ce qui vous attendrait lors d'une traversée imaginaire de l'Atlantique. La dorsale est localisée directement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais il convient de ne pas envisager ces masses terrestres uniquement comme des continents, mais plutôt comme des plaques tectoniques. Celles-ci représentent d'immenses segments de la lithosphère, la couche externe de la Terre, principalement constituée de roches. Notre planète compte entre 15 et 20 de ces plaques massives qui reposent sur une couche de roches partiellement fondue. Bien qu'elles ne flottent pas à proprement parler, les scientifiques emploient ce terme pour décrire au mieux leur instabilité. Les plaques tectoniques sont en perpétuel mouvement et peuvent entrer en collision. Dans ces cas-là, l'une des plaques plonge, tandis que l'autre est poussée vers le haut, libérant d'immenses quantités d'énergie. À la surface, cela se manifeste par des séismes et des éruptions. Ces forces tectoniques ont façonné notre planète telle que nous la connaissons, et c'est ainsi que les montagnes de l'Himalaya se sont formées il y a environ 40 à 50 millions d'années. Durant cette période, la plaque indienne s'est déplacée vers le nord, percutant le bord sud de la plaque eurasienne. Puisque ces deux plaques sont composées de roches similaires, aucune ne s'est enfoncée sous l'autre. La seule option était une poussée vers le haut. Ce processus est toujours en cours, et chaque année, la chaîne himalayenne continue de s'élever d'1 centimètre. Un phénomène comparable se produit au niveau de la dorsale médio-atlantique, qui s'élargit d'environ 4 cm chaque année. Ce processus a un effet secondaire intrigant. Si vous vous souvenez de l'époque où vous construisiez des châteaux de sable, il vous fallait creuser tout autour pour élever le donjon. Ainsi, le trou s'agrandissait au fur et à mesure que le château prenait de l'ampleur. Dans l'Atlantique, un processus similaire est à l'œuvre, mais sur une échelle colossale. À mesure que la dorsale médio-atlantique se dilate, les côtes opposées, portées par les plaques nord-américaines et eurasiennes, s'éloignent l'une de l'autre. Cela pourrait rallonger votre hypothétique traversée d'un monde sans océan. Chaque année, ce périple imaginaire s'allongerait de 2 à 3 cm. Bien que cela paraisse insignifiant aujourd'hui, dans un lointain futur, vous pourriez même voir les continents dériver jusqu'à vous, rendant votre périple inutile. L'évaporation n'est pas le seul mécanisme pouvant entraîner l'assèchement d'un océan. Les côtes opposées pourraient simplement se refermer sur lui. Et les scientifiques pensent que ce scénario se produira dans le Pacifique. Dans près de 50 millions d'années, le plus vaste océan sur Terre sera méconnaissable. En effectuant des simulations informatiques, les experts ont étudié la trajectoire future des plaques nord- et sud-américaines, qui se dirigent vers le pôle Nord. À terme, elles fusionneront avec l'Asie pour former un nouveau supercontinent, lequel modifiera profondément l'aspect et la taille de l'océan Pacifique. Ce nouvel ensemble de terres émergées porte déjà un nom: l'Amazie.